Eh bien, bonjour à nouveau. C'est une nouvelle émission dans toute liberté. Alors, en toute liberté, ce qui se passe, c'est que je reçois quelqu'un à qui nous laissons la parole et qui a des choses, nous pensons, à dire. Même si on n'est pas d'accord, ça n'a aucune importance. Cette fois-ci, je reçois le général Delachesnée, qui a été, je crois, le numéro 2 de l'armée française. De l'armée de terre. De l'armée de terre, bien entendu. Qui a eu une petite expérience électorale un peu difficile, dont vous allez nous parler. Et je crois que je voudrais essayer de placer cette conversation avec le général. La plupart des gens savent que je suis d'une famille d'officiers, donc j'ai toujours un petit faible pour les généraux, quoi. C'est quelqu'un qui a dévoué sa vie à son pays, c'est quand même autre chose. Et je voudrais parler sur le 4e domaine régalien dont on n'a jamais parlé encore dans ces émissions, c'est-à-dire l'armée. On a parlé de diplomatie au travers de la géopolitique, on a parlé de police au travers des émissions, on a parlé de tous les domaines régaliens, de la police, de la justice, et maintenant je voudrais que vous nous parliez de l'armée. C'est un domaine régalien essentiel, comme disait De Gaulle, l'épée est l'axe de l'histoire. Encore faut-il, pour participer à l'axe de l'histoire, avoir une épée. Est-ce que l'armée française est une réalité? Est-ce qu'elle a été réduite à l'os? Est-ce que pour vous, qui êtes d'une famille de militaires depuis toujours, est-ce que l'armée, c'est l'armée de toujours ou c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se produire? Merci en tous les cas de me recevoir et de Ça me donner fait la plaisir. parole. La question est délicate et appelle un petit développement. Pour dire simplement d'abord que je pense que l'âme de l'armée est toujours là. Quand on regarde nos soldats dans les yeux, quand on voit comment ils agissent en opération, notamment en Afrique, aujourd'hui, ce sont les mêmes soldats que nos pères, nos grands-pères, nos grands-parents des guerres précédentes. Maintenant, la lame a été sacrément élimée, usée depuis 30 ans. Par les gouvernements et les coupes sombres successives, en particulier après la chute du mur et ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Et la période la plus difficile, mais parce que c'est lié à ma génération, qu'on a connue, c'est probablement la période de 2008 et jusqu'à 2015. La période dite des revues générales de politique publique où on a cherché à faire des gains et aligner l'armée sur, je dirais, tout le fonctionnement d'une entreprise en oubliant que justement il y avait une mission régalienne qui n'avait peut-être pas les mêmes soucis de rentabilité que les autres. L'armée ne peut pas être rentable. Non, elle, finalement, on ne mesurera sa rentabilité qu'à la victoire et ou à l'absence de défaite. Voilà, ou à l'absence de défaite, et ça, on a du mal à le mesurer, effectivement. C'est extrêmement... Ne pas avoir appris une raclée, c'est... bon, c'est... Donc, oui, moi, je suis rentré dans l'armée en 78, et c'est vrai que de 78... à la fin du service militaire, donc 97, d'abord une longue période avec des soldats appelés. Moi, j'ai servi dans les régiments avec des appelés, dans les parachutistes, et c'était passionnant, ce lien avec ces jeunes. On en reparlera peut-être. Et puis ensuite, on a eu la professionnalisation et l'envoi des troupes de façon beaucoup plus nombreuse en opération. Donc, moi, j'ai pu aller à Sarajevo, au Kosovo, en Afrique aussi, au Tchad notamment, mais avec une armée réduite, des petits bataillons par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Et puis, on a eu ces restrictions budgétaires qui ont fait que non seulement on a diminué nos moyens, mais en plus, on a diminué les capacités de l'industrie de défense française, qui a, dans certains pans, a complètement disparu. On ne fabrique plus nos fusils, on ne fabrique plus nos jeeps, donc il faut aller chercher à l'extérieur. Donc on est dépendant. On ne fabrique plus nos treillis. Voilà. Nos treillis? Non. On va chercher, comme tous nos fabricants de tissus, un peu partout dans le monde. Et on a eu des déboires au Mali, notamment avec les chaussures qui explosaient à la chaleur sur les rochers. Donc depuis, on a retrouvé les bonnes sources d'approvisionnement. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci. En fait, le problème, c'est qu'on est allé à l'économie. Il y a eu les attentats. Au moment où moi je venais d'accéder à cette fonction que vous évoquiez tout à l'heure de major général de l'armée de terre, c'est-à-dire de numéro 2,
Et là, tout le monde a pris conscience que peut-être on était allé un peu loin, puisqu'on nous demandait, tout en continuant les opérations en Afrique, qui étaient quand même assez nombreuses, République centrafricaine, Tchad, République de Côte d'Ivoire, le Mali, tout en continuant ces opérations, on nous a demandé de déployer 10 000 soldats en France en urgence, on l'a fait en 5 jours, mais on n'avait même pas de moyens pour transporter nos soldats. Les 10 000, vous n'aviez pas de camion, quoi. Non, plus de camions, où la moitié était en indisponibilité, etc. Donc ça, c'était toutes les économies des années précédentes qui avaient réduit tellement nos capacités de réparation, de régénération, d'achat de nouveaux équipements, qui faisait qu'au final, on était quand même bien pauvres. Bon, on est quand même intervenu avec les moyens du bord. Et vous avez été chercher les taxis de la Marne? Un peu, c'était un peu ça, puisqu'on a eu pas mal de bus civils qui sont venus transporter nos soldats, et vous imaginez avec nos bardas, le sac, les armes, tout ça dans des bus, bon. Donc on retrouve le même, je m'excuse de vous interrompre ici en général, mais on retrouve la même chose que quand j'interviewe des gens sur les hôpitaux. Exactement pareil. C'est-à-dire une espèce de rage de couper dans une dépense qui apparaît inutile aujourd'hui et qui sera peut-être indispensable demain, mais on n'aura plus ni les personnels, ni le matériel pour le faire. La meilleure illustration de ce que vous dites, c'est la fermeture du Val-de-Grâce. Hôpital militaire qui a subi la même chose que l'hôpital civil. Et le Val-de-Grâce, c'est une institution depuis toujours. C'était l'hôpital de l'armée. Je ne sais pas de quand datait le Val-de-Grâce, mais... De l'armée et de combien d'autorités. Et de combien d'autorités. Et donc, je ne savais même pas qu'ils avaient quasiment fermé le Val-de-Grâce. Mais ça vous donne... Je veux dire, encore une fois, je reviens toujours sur la même idée, mais il y a des moments, vous savez, au rugby, on dit qu'il faut ouvrir la boîte à claques. J'ai vraiment envie d'aller mettre des boîtes à claques à l'inspection des finances, quoi. En fait, il y a un vrai problème, c'est que l'État, aujourd'hui, c'est mon sentiment, vu de ma fenêtre, ne fait plus la différence entre ce qui est régalien, qui doit être préservé à tout prix, avec une vision à long terme, à 30 ans, et le reste, qui est la vie courante, qui est du domaine de la vie sociale, et qui, là, doit être beaucoup plus contingent, et en tous les cas, qui doit être traité peut-être autrement, en s'appuyant peut-être plus sur le monde associatif, sur les entreprises, sur le privé, en négociant, etc. Mais en tous les cas, le régalien, qui lui devrait faire partie des missions essentielles, devrait être préservé. Or, on a été mis à la même aune que tout le monde. Cette histoire du régalien est absolument essentielle, parce que il ne peut pas y avoir une justice du secteur privé. Non. Il ne peut pas y avoir une police du secteur privé. Non. Il ne peut pas y avoir une armée du secteur privé. Il ne peut pas y avoir de diplomatie indépendante du secteur privé. Donc, si je vous écoute, en général, dans le fond, je me dis qu'il faudrait voter 2 budgets pour l'État. Il faudrait voter un budget du régalien et un budget du contingent, si j'ose dire. Je suis persuadé de la même chose. Et donc, il faudrait voter 2 budgets. Ce serait peut-être une proposition à faire en disant il y a le une vraie régalien, réflexion à avoir là-dessus. On le planifie à 25-30 ans. Et du coup, les gens qui s'intéressent au régalien peuvent rentrer et y faire une carrière, leur but étant de servir et non pas d'économiser ou de... Donc, il me semble que là, on est en train d'arriver à un moment où, en perdant la notion du régalien, on perd aussi la notion de la France. Oui, ça rejoint tout le relativisme qu'il y a dans tous les domaines aujourd'hui dans notre société. Et en fait, on ne sait plus mettre l'un par rapport à l'autre les choses. On les met toutes au même plan, alors qu'effectivement, il y a des choses essentielles. Et c'est vrai que les missions régaliennes se rapportent à la nature même de notre pays et la place qu'on en attend dans le monde. Donc on devrait en avoir une vision et y mettre les moyens correspondant à cette vision, ce qui n'est pas le cas. Parce que souvent les visions sont bonnes. Si je reviens au sujet de la défense, qui est un peu mon domaine, on a des revues stratégiques qui font état des menaces que la France va potentiellement rencontrer. D'ailleurs, la crise sanitaire était évoquée. Mais par contre, en face, on est incapable de mettre les moyens. Alors que justement, si on avait isolé en se disant le régalien, ça, c'est essentiel, on mettra les moyens, après le reste, on mesurera en fonction de ce qui nous reste. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. Et effectivement... C'est un peu ce qu'avait prévu la Constitution de la 5e au départ. Il y avait le chef de l'État qui était en charge des intérêts supérieurs de la nation, puis le Premier ministre qui s'occupait de la gestion, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que le Premier ministre a dévoré les intérêts suprêmes de la nation,
et maintenant que le président de la République est devenu un Premier ministre manager. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus personne en France qui s'occupe des intérêts supérieurs de la nation. C'est le même président qui a supprimé le service militaire et réduit le septennat au quinquennat. Voilà. Et ça, effectivement, c'est une grande responsabilité que portent nos politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que droite et gauche, sur ces sujets-là, se sont bien retrouvés pour perdre de vue le long terme. C'est tout à fait exact. Et perdre de vue, là, c'est ça, là. Il y a en quelque sorte l'intendance, le jour. Bon, il faut que les gens aient de quoi bouffer dans la frigidaire, etc. Et puis il y a une idée, je me suis toujours fait une idée, c'est une certaine idée de la France, l'idée de Gaulle. Il faut maintenir ça. Oui, c'est vrai que quand on pense à la dissuasion nucléaire, c'est extraordinaire quand même cette aventure. La durée qu'il a fallu dans les investissements pour atteindre notre objectif. Ça s'est fait en 30 ans. La dissuasion nucléaire est un, mais aussi toute la politique nucléaire d'indépendance de la France. Oui. Avec l'électricité, bien sûr. L'électricité, etc. Ce que je veux dire, c'est que la haute administration française, les grades supérieurs de l'armée, etc., faisait partie en France de ce que j'appelais les moines soldats. J'ai des amis anglais qui me disaient toujours, parce que j'ai vécu 25 ans en Angleterre, comment se fait-il que des gens aussi compétents que ces hauts fonctionnaires français acceptent de travailler à 1/10 de leur valeur dans le secteur privé. Vous voyez, c'est quelque chose qui les tracassait. Et je leur disais, c'est parce qu'ils ont cette espèce de vocation de service de l'État, et que pour eux, c'est beaucoup plus important que de gagner de l'argent. Donc ils allaient prendre leur retraite quelque part en Provence un jour. Ils n'avaient pas de quoi s'acheter une maison, mais ils avaient l'estime de tout le monde. Oui, c'est vrai. Y compris pour les chercheurs. Y compris pour les chercheurs, y compris... Et ça a disparu, grosso modo, ça a disparu à l'époque de Giscard. Et la fonction publique a changé de nature. Elle a cessé d'être orientée, et elle est devenue managériale, en quelque sorte. Peut-être parce qu'elle a aussi eu le droit d'aller et venir dans le privé, d'y revenir dans le public, et que finalement, au fur et à mesure, ils ont trouvé leur bonheur ailleurs que dans la fonction publique. Parce qu'il manquait effectivement peut-être justement cette aspiration à la vision, au loin, au long terme, qu'il faut absolument qu'on conserve. Ah bien sûr, on la conserve pas. Alors, néanmoins, pour revenir à l'armée, jusqu'en 2014, ça a été quand même de baisse en baisse. On est descendu à un budget qui représentait 1,75 du PIB, alors que quand je suis rentré dans l'armée, il était à 3,5. Et ça a été fait beaucoup sous le gouvernement de droite. Oui, Sarkozy essentiellement la plus grosse baisse, mais déjà avant. Chirac, bien sûr, c'était des baisses continues. Puis après, il y a eu un grand coup. Bon, et puis, Hollande a continué, sauf qu'il y a eu les attentats. Là, réveil. Et finalement, donc, de nouvelles ressources ont été votées pour l'armée, en particulier l'armée de terre. Et là, on a bâti un plan de restauration de l'armée dans tous les sens du terme, à la fois sur le plan des effectifs. On a recruté à nouveau du personnel, on pourra y revenir, mais ça a été une belle aventure, parce que finalement, les jeunes Français, on a beau les critiquer, mais ils sont venus. Et les équipements. Ça, par contre, c'est du long terme. Là, il va falloir tenir. C'est pas gagné. Compte tenu de la crise, maintenant qu'on connaît une autre crise, comme toute crise efface l'autre, c'est le problème. Finalement, on risque d'oublier ce qu'on avait imaginé il y a si peu de temps, hein, puisque finalement, on a voté la loi de programmation en 2017, donc elle démarre. Et une loi de programmation, c'est sur 6 ans, et en général, quand on veut restaurer une armée, c'est pas sur 6 ans, hein, il faut au moins 20 ans. Hein. Il faut au moins 20 ans. Donc, pour résumer la première partie de cette discussion, l'armée française existe toujours, elle est passée tout près de la catastrophe. Et elle renaît. Et elle est peut-être en train de renaître. Mais il va falloir qu'on lui mette les moyens. Il va falloir qu'on continue à aider, à pousser. Bon. Donc ça, c'est déjà une nouvelle importante, parce que la France et son armée, bon, c'est une vieille histoire d'amour, si j'ose dire. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, ayant donc pris une retraite bien gagnée, vous décidez d'aller prendre votre retraite à vous quelque part dans le Midi. Oui, parce que ma femme est du Midi. Parce que votre femme est du Midi, et vous vous dites, il n'y a pas de raison que j'arrête de servir, je vais me présenter aux élections. Exactement. Alors oui, il y a ça au fond, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ce n'est pas une décision qui m'est venue le jour où je suis parti à la retraite. Au contraire, finalement, d'abord on part tôt.
De leur meilleure partie, on part en pleine forme. Voilà, on part à 59 ans, c'est l'âge de la retraite. Bon, en plus, on part en forme, parce qu'un soldat est en général en forme, sinon il ne serait pas resté au poste. Et enfin, finalement, on prend goût aux responsabilités élevées en fin de carrière, parce que c'est le système qui est comme ça chez nous. Bon, donc, on se dit, mais finalement, on pourrait peut-être continuer à servir à la fois et à avoir des responsabilités, et puis s'engager pour les autres, on a encore la pêche. Bon, moi, un peu comme toute personne qui quitte, finalement, on se dit, on a envie de continuer son activité. Alors, j'ai créé ma société de conseil, avec le grand intérêt d'être libre, mais de pouvoir aussi continuer à toucher à différentes entreprises de défense, mais pas que, dans le domaine de la cyber aussi, etc. Bon. Toujours est-il que j'ai fait des rencontres, parce qu'on m'a appelé à faire des conférences dans différentes universités, Sciences Po, etc. Et de loin en loin, m'installant à Carpentras, je me suis rendu compte de la pauvreté du monde politique local. On y reviendra peut-être après, et qui me disait, mais petite musique, mais tu peux peut-être faire quelque chose, aider ceux qui essayent de se battre là-bas. Donc, je rencontre Marion Maréchal qui me dit, il faut y aller, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes, sinon c'est trop facile d'avoir obtenu des responsabilités comme les vôtres, et puis finalement d'en rester là et de ne pas en faire bénéficier les concitoyens, le monde politique, etc. Bon, ça m'a Marion, on vous envoie à casse-pipe. Voilà, enfin, elle me met un petit poignard dans le dos pour m'aiguillonner. Voilà. Bon, alors du coup, je vais rencontrer les acteurs locaux. Et j'ai rencontré tout le monde, je me suis efforcé, le maire en place, et tous les candidats ou hommes politiques locaux, de droite et de gauche. J'ai fait le tour complet. D'abord par correction, je me suis dit, comme général, j'ai pas ni droite ni gauche. Voilà, et puis je me dois, puisque je m'installe, je sais pas, un peu comme quand on faisait dans une garnison, j'ai eu la chance de commander un régiment à Sarrebourg où il y avait encore Pierre Messmer qui vivait sa retraite et qui vivait là-bas. Et on m'avait dit, n'oublie pas d'aller te présenter à monsieur Pierre Messmer. Alors, du coup, je vais me présenter. Et il m'attendait derrière la porte. Heureusement que je suis arrivé à l'heure pile, hein, parce que sinon, là, j'aurais pris une grosse colère, parce qu'il était quand même pas très facile. Très facile. Bon. Et donc, je rencontre tous ces acteurs politiques, et puis très vite, à droite, je me dis, c'est quand même le champ de bataille. En 2014, ils se sont fait avoir. 2008-2014, la droite divisée s'est fait avoir. Et majoritaire. Majoritaire en nombre de voix, mais dispersée. Et c'est toujours la gauche, 2 fois, qui était passée. Je me dis, bon... J'ai la même chose à Avignon, pas de souci. Ah bon. Alors, je dis, peut-être que moi qui viens de l'extérieur, pas d'étiquette, pas de background politique, je ne peux pas me faire de reproches d'un côté ou de l'autre, peut-être que je peux être l'homme qui permettra que les gens se retrouvent. Donc c'est sur cette idée-là que finalement je me suis lancé. Tout seul, en me disant, bon, j'y connaissais rien du tout, hein, uniquement aiguillonné par les uns ou par les autres. Voilà, alors il y a 2 choses. Il y a à la fois la campagne en elle-même que j'ai conduite, qui est très intéressante, par les contacts humains que j'ai pu avoir, et puis il y a l'échec politique, mais l'échec politique dû à la petite politique, sur lequel il faudra qu'on revienne. Voilà. Sur les morceaux de savon, les pots de banane, oui, ou les barrières politiciennes et partisanes qui nous divisent finalement. Parlez-nous un petit peu de ces barrières, parce qu'elles existent à Carpentras, à Avignon, mais elles existent en France. Oui. Et il y a une espèce de omerta qui a été mise sur une partie du corps électoral français par Mitterrand, en 83, quand il a fait renaître Le Pen de ses cendres. Et c'est curieux de voir que, 30 ans après, ou 40 ans après, c'est ça, 83, ça fait quasiment 40 ans, vous vous retrouvez toujours avec la même malédiction que la droite a absorbée comme faisant partie de son ADN. Oui, c'est quand même quelque chose de curieux. Oui, parce que moi, ce qui me choque, ou ce qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression que les barrières partisanes sont plus importantes que les intérêts locaux ou de l'élection donnée. Ce qui compte, c'est que le parti, quel qu'il soit, hein, Rassemblement National, les Républicains, ceux avec qui sont représentés localement à Carpentras, je ne parle pas des partis d'en face, parce qu'à gauche, eux, ils savent faire l'union.
depuis toujours, en tout cas localement. Et là, c'est pas le cas parce que leurs intérêts de parti sont plus importants que l'intérêt de la ville. C'est quand même triste. Et finalement, moi je m'en suis rendu compte après, la réponse qu'on m'a faite après les élections perdues, c'est oui, mais j'ai au moins 2 représentants des Républicains dans le conseil municipal. Je dis, mais je comprends pas, ils auraient rejoint la liste, ils en auraient eu plus. On était au minimum de 5. Donc je comprends pas. Ah oui, mais ils auraient été mélangés avec des gens du Rassemblement national. Je dis, mais chacun peut garder son identité tout en s'alliant. Et ça, non. Mais parce que je pense qu'on mélange des débats peut-être nationaux et souvent très théoriques, parce que même au niveau national, il faudra bien s'allier, et souvent des problèmes de personnes, en fait, ça masque des problèmes de personnes, alors qu'en fait, les gens sur place, eux, n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Vous savez, c'est ce que disait Sacha Guitry, c'est pas tout de réussir dans la vie, encore faut-il que vos amis échouent, quoi. Alors voilà, on a vraiment l'impression que le but, finalement, c'est de vous faire un croc en jambe, parce que vous êtes arrivé là, mais c'est pas possible, c'est pas lui qui va gagner quand même. C'est pas lui qui va gagner, c'est pas lui qui va changer les donnes locales, parce que finalement, j'ai mon petit précaré, et je préfère être dans mon petit précaré que de développer le précaré commun, quoi. Donc on passe son temps à vous coller une étiquette pour vous renvoyer dans les cordes. C'est ça qui me surprend le plus, étant d'une famille militaire, c'est que les gens ont tendance à dire que les militaires sont de droite. Mais ayant été dans l'armée aussi, etc., la tendance du militaire, c'est souvent d'être plutôt de gauche, parce qu'il est près du peuple. Je sais pas, si j'allais à me définir, moi je dirais que je suis plutôt un catholique social. Oui, c'est ça, voilà, vous définissez comme 90% de l'armée. Je suis un catholique social, mais vous êtes... s'il y a quelqu'un qui arrive avec une mesure sociale, vous trouvez que c'est une bonne idée, quoi. C'est pas du tout... Vous n'êtes pas le représentant du patronat, quoi, en tant que de l'armée, quoi. Non, c'est pas le but. Par contre, on ne travaillera pas contre le patronat, parce que justement, on va amener le patronat et à se parler, voilà. Ça se parler. Non, mais je comprends très bien. Par contre... tout ça subordonné à une vision de la France et qui a une identité voilà. Et ça, c'est probablement ce qui nous sépare évidemment de la partie de la gauche avec de la gauche d'aujourd'hui, parce que quand j'étais enfant, il y avait une gauche patriote. C'est vrai. Quand j'étais enfant, la gauche, les socialistes étaient tout à fait patriotes. J'ai eu affaire à eux quand ils étaient au ministère et ça s'est très bien passé, tout à fait. Il y avait vraiment une gauche patriote. Donc c'est l'idée que le peuple n'est pas patriote est une idée qui, à mon avis, est fausse. Les intellectuels peuvent être à côté de la plaque, mais vous savez ce que disait Bernanos, il disait il y a une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite, il n'y a pas de peuple de gauche ou de droite, il y a un peuple de France. Et moi j'ai toujours pensé ça, moi, c'était que le peuple, c'était dans le fond le seul souverain. Bien, donc, vous avez fait une expérience malheureuse en politique, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuer vos expériences malheureuses en politique? J'espère pas malheureuse, en tous les cas je veux continuer à agir. D'abord je siège au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Et je découvre du coup la politique locale. Alors j'espère que c'est pas à l'image de la politique nationale, mais j'en ai peur quand je vois ce que je vois. Mais alors, moi ce que je trouve, c'est que en fait, il y a un vrai problème dans notre démocratie, en tous les cas au niveau local, parce que les électeurs que j'ai rencontrés, ils votent pour un homme et une équipe. Ils votent au municipal, ils connaissent les gens, surtout dans une ville de 30 000 habitants. Oui, tout le monde connaît tout le monde. Voilà, donc ils votent pour quelqu'un. Or, le maire, finalement, l'essentiel de son action, il ne la joue pas à la mairie. Parce qu'en fait, ses moyens, à peu près 50% de ses moyens, sont à l'extérieur, à l'agglomération, dans les syndicats mixtes divers et variés, au département, à la région, et il faut qu'il négocie avec tout ce monde-là pour obtenir enfin le budget de telle ou telle opération d'investissement qu'il veut conduire. Donc moi je découvre tous ces dédales à la fois administratifs, tous ces petits groupes de syndicats mixtes, d'assemblées où il faut le parc, même les notions de parcs régionaux, etc. Tout ça s'ajoute sur la tête du maire. Et il faut mettre tout le monde aligné pour arriver à atteindre un objectif. Donc vous imaginez le nombre d'heures passées à discuter, à monnayer, le nombre de fonctionnaires qui travaillent le même sujet à tous les étages. Fonctionnaires territoriaux, ou on va dire que ce ne sont pas des fonctionnaires, on va me rétorquer, oui d'accord, enfin d'employés, qui sont payés par nous, par vous. Tout ça pour arriver enfin à réaliser une opération. Donc ce qui fait que un maire, un élu local, ne cherche qu'une chose, c'est être lui-même représenté
ou être vice-président ou être président de tel ou tel organisme que je viens de citer. Donc il est en général maire de son village, vice-président ou président de l'agglomération, il est vice-président ou membre d'un syndicat mixte, il essaye d'être élu départemental ou régional. Et voilà, voilà la vie locale. Voilà la vie locale. Et donc on a fait des tas de petits fiefs, ce qui fait qu'on ne peut plus dire aucun élu, c'est de ta faute. Ah ben non, il n'y a plus de responsable. Enfin, c'est tellement mélangé, c'est tellement mélangé que imbriqué. Le type, on lui dit, on va le voir en disant, dis-moi les. Je vais voir avec tel organisme. Je vais appeler. J'ai vu. Moi, j'habite à côté d'Avignon. Il y a Égalière, qui est une petite ville à côté, un petit village à côté où il y a des gens qui ont des maisons. Et ils m'ont raconté que maintenant, Égalière allait dépendre de Marseille. Je ne sais plus comment. Et je me suis dit, mais vous vous rendez compte, les rapports entre Égalière, qui était une petite ville, un petit village de Provence, là, et Marseille. Le maire des Galières, mais il va passer sa vie à Marseille. Il va plus s'occuper des Galières. C'est pour ça qu'au même titre que tout à l'heure, on évoquait éventuellement une réforme de la Constitution qui permettrait d'isoler peut-être le régalien du reste, de même dans l'organisation de l'État. Je sais que ça avait été en projet, mais on ne l'a jamais réalisé. Il faut absolument simplifier et amputer des niveaux. Il faut simplifier la hiérarchie de tout ça et responsabiliser. Responsabiliser. Tu es responsable de ça, et si ça ne marche pas, c'est toi qui seras viré par les électeurs. Voilà, par exemple, on prend les routes. Un truc simple. Ben non. En ville, le maire nous répond « Ah oui, mais la moitié de mes routes sont en fait des routes départementales, donc je ne peux rien faire. » Donc du coup, c'est un chantier pas possible. Et parce qu'à chaque fois, évidemment, le département du Vaucluse dit « il y a une priorité ailleurs, etc. » Bon, soit on lui donne toutes les routes, ou on les donne à un niveau, mais au moins il y a un responsable des routes. Mais non, c'est pas le cas. Tout est comme ça. Mais pour l'école, la même chose dans les hôpitaux d'ailleurs. Pour l'école aussi. Pour l'école, le maire, ça n'a que les écoles primaires. Le collège, c'est le département, les lycées, c'est la région. Donc, finalement, dans une ville de 30 000 habitants, il y a tout. Et l'élève fait les trois. Donc, et les parents, ils se retournent vers qui? Vers le maire. Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est lui. Bon, ben voilà. Donc tout est comme ça. Tous les sujets. C'est inquiétant C'est inquiétant parce qu'on voit très bien, ce qui est en train de se passer. C'est le but essentiel de toute administration, c'est quand même de monter des systèmes où personne n'est responsable de rien. Il y a personne qui dit c'est moi qui suis responsable. Et ben si on est dans un système où personne n'est responsable de rien, de façon très curieuse, plus rien ne marche. Ouais. Et plus rien ne marche, et les gens sont écœurés et se détournent du système électoral. Ils votent plus, puisqu'ils se disent de toute façon il n'est pas responsable, donc ça sert à rien, ça ne changera pas. On peut changer de bonhomme, ça ne changera pas. Ben, on l'a bien vu pendant 20 ans en Europe, en France. Pendant 20 ans, l'alternance n'a rien changé. On a remplacé Juppé par Fabius par... Et puis c'était toujours le même, quoi. C'était toujours la même politique, toujours les mêmes fonctionnaires. Donc, ils ont réussi à bâtir le système tellement compliqué, ce qu'on retrouve en Europe aussi, qu'il y a des tas de gens non élus qui, dans le fond, s'infiltrent dans le système, ne sont responsables devant personne, et empêchent tout le monde de bosser, quoi. Alors, pour autant, je pense que un homme énergique, et on en connaît dans le Sud, il y en a un à Béziers, par exemple, qui est bien connu, Robert Ménard, un homme énergique arrive à secouer, ébranler tous ces étages de l'administration avec une certaine volonté. Mais évidemment, voilà. Il faut vraiment un type qui a un courage comme celui de Robert Ménard. C'est ça. Sinon... Donc en fait, donc c'est pas impossible quand même. Non, c'est pas impossible. C'est très lourd. Et puis il faut avoir la foi chevillée au corps, quoi. Bon. C'est déjà difficile d'être élu. Si en plus il faut bosser comme un fou toute la journée, vous vous dites, mais je vais aller faire autre chose, quoi. Oui, bah, c'est ce qui écœure effectivement, je pense, beaucoup de gens. Et du coup, on a une classe politique, en tous les cas locale, médiocre, qui voit ses petits intérêts, soit parce que c'est la fin de mois qui est arrondie par les indemnités, soit parce que ça va lui permettre de régler des problèmes de terrain. Enfin, on en est là. Donc c'est quand même bien dommage. Bien, donc on va passer à la troisième partie de cet entretien, qui est moins encourageant que la première. Le premier, j'étais très content sur l'armée. Le deuxième, sur l'administration, je suis moins satisfait de votre réponse, mais elle ne me surprend pas. La troisième, c'est grosso modo, on va parler un peu de notre pays, parce que je crois que vous et moi, on est assez d'accord pour dire que les choses ne vont pas dans la bonne direction, enfin qu'il y a des choses qui nous paraissent un peu curieuses. Et la tentation des Français, c'est toujours de dire il faudrait qu'il y ait un homme providentiel qui arrive et qu'il remette de l'ordre, vous savez, De Gaulle, Napoléon, je ne sais pas qui. Et moi, j'aimerais dire, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que
Il faut que les Français se ressaisissent, le peuple en bas, et qu'ils reprennent leur destin en main. C'est-à-dire, presque, il ne faut pas qu'ils attendent la solution d'un homme providentiel, parce que les hommes providentiels, ça n'existe pas et ça finit par coûter cher. Il faut qu'ils se prennent en main eux-mêmes et qu'ils organisent des solutions par quartier, etc. Parce que dans le monde actuel, c'est facile de communiquer. Vous avez l'information que les autres ont. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens, qu'il y ait un mouvement un peu comme le Tea Party aux États-Unis, vous savez, qui est parti de la base, et qui a dit, bon, mais toutes ces bêtises à New York et Washington, ça ne nous intéresse pas, et qui a commencé à organiser le tissu local. Pendant que vous parliez, ça me faisait penser à une autre image, aux paysans qui sont allés chercher Charette pendant les guerres de Vendée dans son château en lui disant maintenant tu prends notre tête. Voilà, c'est toi le chef. Mais j'ai peur qu'on ait quand même, aujourd'hui, on assiste quand même à une grande passivité qui m'étonne beaucoup. Il y a des mouvements. C'est ça qui m'étonne beaucoup. Il y a pourtant des mouvements. Et d'ailleurs, à Carpentras, les Gilets jaunes étaient assez importants sur les ronds-points, au moins au début, et ils continuent d'ailleurs à se réunir. Et on a, à travers eux, on prend le pouls du mal-être de la population, à la fois identitaire, économique, social. On voit bien, c'est tous les sujets que connaît la France, hein, crise sanitaire, mais à la limite, je dirais, c'est presque secondaire maintenant. C'est les crises économiques, la crise morale, crise sociale et la crise politique, qui sont les plus importantes. C'est celles qui vont durer plusieurs années. Et dont on n'a pas commencé, qu'on n'a pas commencé à traiter en plus. Oui, parce que pour l'instant on est un petit peu obnubilé à la fois par la crise sanitaire et le reste qui est masqué par... Et puis surtout on pense qu'en donnant de l'argent ici ou là, on va régler le problème. Ouais, c'est donc pas une question d'argent. Et du coup on a acheté la passivité. Oui. Bon, alors, du coup, que faire et comment s'organiser? Est-ce qu'il faut aller vers la désobéissance civile? Je suis pas sûr que ça soit la bonne approche. Donc, c'est pas tendre, c'est pas la désobéissance française, c'est pas la désobéissance civile, c'est pas une tradition française, c'est une tradition anglo-saxonne. Voilà, donc un mouvement comme le Tea Party, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui acceptent de travailler ensemble. Regardez ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Dès qu'il y avait une tête qui dépassait, on l'a coupé. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait quand même un homme qui ose se lever, qui entende le cri et qui se dise je suis prêt à aller le relever, peut-être pas tout seul, au moins, c'est ça aussi. Il faut aussi qu'il accepte de ne pas le faire tout seul. Vous savez, ici, à l'Institut des Libertés, on essaye des tas de choses et je dis en riant que dans le fond, on est comme Diogène. Vous savez, on se balade avec une lampe en disant je cherche un homme. Diogène, il cherchait celui qui a dressé la Grèce. Il se baladait avec sa lampe pendant la nuit et on lui disait qu'est-ce que tu fais? Je cherche un homme. L'Institut des Libertés, il est là, il se balade avec sa lampe. Mais pour l'instant, on voit des tas de nains qui sont prêts à faire don de leur corps à la patrie, si j'ose dire, mais j'ai pas vu encore de gars, si vous voulez, qui vous donnent des frissons à l'idée de le suivre, quoi. Oui, parce qu'en plus, ceux que vous citez, les nains, ceux à qui vous pensez plutôt, sont souvent en plus des vieux roublards de la politique. Donc on reste dans le même milieu. On reste dans le même milieu, des gens qui ont fait de la politique leur métier. Or, donc non, c'est le mythe de l'homme nouveau que l'on cherche un peu. On nous a fait le coup, ça a très bien marché avec Macron, c'est des chouettes, hein, jeunes. Oui, c'est vrai. Mais en fait, finalement, il a fait la politique du vieux aussi. Il était vieux en naissance, gars. Oui, il a fait la même chose. C'est la seule exemple dans l'histoire de France, je crois, où il y a un roi de France qui n'aime pas son pays. Bah oui, capable d'aller à l'étranger, dire c'est pas bien ce qu'a fait son pays, c'est quand même incroyable. Et puis dire qu'il n'y a pas de culture française. Oui. Mais moi, si... j'ai envie de mettre des claques, quoi. C'est affreux, quoi. Mais, pas de culture française. Alors que c'est vrai que lorsqu'on s'adresse aux gens en essayant de les rendre fiers, allez, ils ont envie de ça. Mais ils ont envie de ça. Mais c'est là, je pense, que les gens sont prêts à faire des efforts à partir du moment où on leur donnera envie, on leur donnera la fierté, finalement. Historiquement, il y a souvent eu des gens émanant de l'armée qui sont venus à ce moment-là, dans ces moments troubles de l'histoire de France. Si souvent que ça? Pas si souvent que ça, mais il y en a eu. Il y en a eu. Bon, il y a eu De Gaulle, il y a eu Napoléon. Oui, enfin, il n'y en a pas eu des masses, oui. Il y a MacMahon. MacMahon, enfin, il n'a pas laissé une trace. Non, c'était un homme de transition. C'était un homme de transition. Donc, il n'y en a pas eu des masses. Je ne sais pas si je sais pas si l'armée a envie de ça aujourd'hui, je crois pas.
Enfin, si... Alors, d'abord, l'armée est profondément, j'allais dire légitimiste, mais elle est même légaliste. Donc, oui, tout à fait. faut pas c'est raisonner. républicaine. Faut pas raisonner sur ce thème de l'armée. Après, que parmi les militaires ou anciens militaires, il y ait des hommes de caractère qui soient prêts. Et qui ont pris l'habitude de prendre des risques. Voilà, qui ont pris l'habitude de prendre des risques, même si ça ne sont absolument pas de même nature, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que affronter, à ma toute petite mesure, je l'ai rencontré pour les municipales. Affronter les réseaux sociaux, le qu'en dira-t-on, les insultes, c'est rien à voir avec affronter l'ennemi dans un combat, même s'il est inégal et lâche dans certains cas, comme aujourd'hui rencontre nos soldats avec les engins explosifs. Mais c'est pas du tout la même chose en fait. Donc vous dites qu'il y a dans le fond, il y a deux sortes de courage. Voilà, il y a deux sortes de courage, je pense que c'est pas tout à fait le même, mais en même temps, il y a quand même des gens de caractère qui sont capables, ça j'en suis persuadé, à la fois dans l'armée et probablement, et évidemment ailleurs aussi. Le problème, c'est arriver à les faire sortir du bois et faire en sorte qu'aujourd'hui, on reconnaisse qu'effectivement, la vie politique ne veut plus, ou nous, en tous les cas, notre peuple n'attend plus des gens qui soient des habitués de la politique, mais quelqu'un qui soit prêt à s'engager gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est-à-dire de manière désintéressée pour servir son pays. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser, pendant que je parle tout d'un coup, je pense à une conférence qu'a donnée François-Xavier Bellamy à l'école de guerre il y a peu. Et il dit un peu il pose la question que vous posez, puisqu'il dit, il salue l'engagement gratuit des soldats, parce qu'en plus, il venait d'y avoir des morts au Mali. Et il explique que vous avez, vous, militaires, quelque chose à raconter à notre pays pour nous réapprendre le sens de l'engagement gratuit. Il faut absolument que la classe politique prenne ce message pour elle et en fasse même sa devise. Il faut absolument qu'on montre à la population française, aux électeurs, que l'homme politique n'est pas là pour se servir, mais pour les servir. Ça, je pense que, par contre, on n'a pas encore trouvé... Il y a du boulot, là. Hein. Oui. Alors comment faire émerger je sais pas, mais je vais utiliser une image, je m'en excuse pour ceux qui nous écoutent souvent, que j'ai utilisé souvent, c'est que je trouve que la France aujourd'hui est comme dans une situation d'un feu de tourbière. Vous savez, quand vous avez un feu de tourbière, vous avez ça couvre, et puis ça peut ressortir. Ça sort là, etc. Et que peut-être il est un peu trop tôt pour essayer de mettre en forme ce feu de tourbière. Il faut peut-être, c'est peut-être du feu de tourbière de chacun des feux que va sortir un jour, 1, 2 ou 3 de ces personnes qui nous aideront. Mais je sens que j'ai l'impression, comme ça, très profondément. Ça couvre, c'est sûr. Que ça couvre partout, qu'il y a des geysers qui partent là, comme on a vu avec les gilets jaunes, qui partent là. Et donc... Et ce qu'il y a de bien, c'est plus l'âge. Parce qu'il y a eu le jeunisme avec Macron, etc. Et maintenant, les gens en sont vaccinés. Donc, c'est plus une question d'âge, c'est juste une question de personnalité maintenant. Personnalité. J'avais un slogan pour le prochain président aux élections présidentielles. C'était place aux vieux. À l'expérience, en tous les cas. C'est la même chose. Oui. Mais place aux vieux, ça me semble une bonne idée, parce que cette espèce de jeunisme imbécile qu'on a depuis 68, ça nous a amené de désastre en désastre, quoi. Et la contrepartie du jeunisme, c'est l'absence de culture historique, de culture politique. Donc vous mettez en place... des hommes. Ils n'ont aucun contact avec les hommes. Mais non, manier les femmes et les hommes, leur parler, c'est quand même pas inné, il faut s'être usé. Et il y a, vous qui avez été officier, j'aimerais vous dire quelque chose, mais je crois que c'est vrai, c'est que dans les affaires, de ma vie, vous vous rendez compte qu'il y a des gens que le reste suit naturellement. Ça m'a toujours surpris. C'est vrai. Oui. Vous avez un gars qui est là, vous l'embauchez, puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, une journée, 15 jours, tous les autres se mettent à le suivre. Et sans qu'il ait rien demandé. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc ça, c'est un phénomène très très curieux, c'est la sélection du chef par l'environnement. J'ai une de mes petites filles qui est extrêmement brillante, qui est à l'Imperial College à Londres, qui fait des études extrêmement brillantes. Ses professeurs l'ont mis en travaux pratiques avec une dizaine de gars. Au bout de 3 semaines, tout le monde se tourne vers elle en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle disait « Pourquoi vous me demandez à moi ?» Parce qu'elle a cette capacité à entraîner les gens. Oui, parce qu'il faut à la fois la vision, l'empathie, la compétence et la vision, oui, donc la compétence, mais aussi l'empathie. Il faut les trois. Et la capacité d'expliquer pourquoi on va aller là. Et les gens le suivent. Donc il faudrait qu'il y ait un homme qui ait cette capacité
Mais ce que je sais, c'est que les pouvoirs en place, les médias, si jamais il apparaissait, feraient tout pour le détruire. Alors heureusement, il y a des médias nouveaux, dont le vôtre, qui vont, c'est ça, c'est... Donc, on a qui du vont boulot, peut-être mais lui permettre de s'appuyer. On a encore quoi, 18 mois avant que cette personne se dégage. Oui, et encore avec les échéances. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a il faut qu'elle se dégage dans l'été. Pendant l'été. Avant l'été, oui. Pendant l'été. Il faut qu'elle commence à sortir pendant l'été. Ou à l'automne prochain. Parce que c'est... Mais si jamais vous le voyez passer, vous savez, quelque part, avec votre lanterne, vous voyez passer Diogène ou Alexandre le Grand, je crois qu'on est nombreux à le chercher, être comme vous, à vouloir trouver la personne. Et peut-être qu'effectivement, il faut commencer aussi, puisqu'elle ne va pas sortir comme ça tout d'un coup, peut-être travailler sur les idées en même temps, en tous les cas. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire. Si cette personne émerge, il trouvera, j'espère, à l'Institut des Libertés déjà, un gros stock d'idées et de programmes dont il pourra se servir rapidement, sur lesquels il pourra tirer. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de préparer le terrain, puis si jamais cet homme apparaît, on lui dit, tiens, voilà les clés, allez voir. Parce que c'est ça, aujourd'hui, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre le peuple et un homme, comme disait De Gaulle, mais il faut d'abord trouver l'homme aussi. Un homme de caractère. Ça va être la chose essentielle, plus que l'intelligence. Oui. Un homme qui sache dire non. Finalement, quand on regarde les présidents américains, on a vite tendance à citer Reagan, qui pourtant avait une carrière derrière lui, qui n'avait rien de premier plan, mais il avait le caractère. Et il était élevé le caractère. J'ai bien connu des gens qui ont beaucoup travaillé pour Reagan et tout. La meilleure histoire que je connaisse de Reagan, c'est Arthur Laffer qui me l'a raconté. Vous savez, qui était l'homme, l'économiste de Reagan, qui est l'inventeur de la courbe de Laffer, etc. Et il a demandé un jour à Reagan, Monsieur le Président, vous êtes le premier depuis la guerre du Vietnam à avoir fait une opération militaire en dehors des États-Unis. C'était le Grenada, vous savez. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à aller intervenir à Grenade, etc. Alors il y a Reagan qui l'a regardé en rigolant et qui a dit, je me suis demandé ce que John Wayne aurait fait. Excellent. Vous voyez, c'est un de ses copains, John Wayne. Mais enfin, je veux dire, cette façon de prendre sa responsabilité, mais de ne pas en faire une pendule, en quelque sorte, c'est quand même aussi la marque de l'homme d'État, parce que si l'homme d'État qui prend des décisions qui le tuent... Ah oui, complètement. À l'inverse, c'est Giscard qui tremblait au moment où Colvézi se déroulait. Voilà. Et qui a failli l'annuler. Donc, ben non, il y a avoir du caractère et être reçu premier au corps des mines et à l'inspection des finances, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'hommes intelligents, il y a très peu de gens de caractère. Merci beaucoup, mon général. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef.
La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un 4e numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.